Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle quand on lance un projet ou même quand on évalue une opportunité. Comment on met un chiffre, une valeur sur quelque chose qui n'existe pas encore? Oui, c'est un peu comme prédire l'avenir, comme vous disiez, mais avec des chiffres, c'est ça? Exactement. Et c'est pas comme analyser une boîte qui tourne déjà avec son passé, ses bilans. Ah non, là c'est différent. Pour une entreprise établie, on a l'historique, hein, le chiffre d'affaires passé, la rentabilité. On a des bases solides. Mais pour un projet futur, on est dans l'incertain. Il faut jongler avec le temps, avec le risque. C'est ça le défi. Alors comment on fait? Comment on donne une valeur à une idée et une innovation? On va essayer de décortiquer ça ensemble sans forcément se noyer dans la technique pure, hein. Allons-y. Bon, le point de départ fondamental, je crois, c'est de piger que 100 euros aujourd'hui, c'est pas la même chose que 100 euros dans un an. Si je propose 100 euros maintenant ou 100 euros dans un an, bah le choix est vite fait, non? Ah oui, clairement. On prend les 100 euros tout de suite. C'est l'intuition de base de ce qu'on appelle la valeur temps de l'argent. La valeur tant de l'argent. Oui, recevoir de l'argent plus tôt, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser. Le dépenser, oui, encore mieux. L'investir pour qu'il rapporte. C'est le vieux dicton «un tien vaut mieux que deux tu l'auras», mais appliqué à la finance. Cette préférence pour le présent, elle est universelle. Effectivement. Mais ça se corse un peu si je propose 100 euros aujourd'hui ou, allez, 101 euros dans un an. Là, on commence à réfléchir, non? Oui, là ça devient moins évident. On se dit, bon, si je place mes 100 euros sur un livret A ou ailleurs, ça rapporte combien? Ça dépend des gens, mais beaucoup vont peut-être encore préférer la certitude des 100 euros maintenant. Probablement. Par contre, si ces 100 euros maintenant contre 1000 euros dans un an, Ah, bah là, là l'attente sans valoir le coup, oui. l'attente vaut le coup. Mais attention, si c'est 1000 euros, mais dans 20 ans, là, on hésite de nouveau. On reprend peut-être les 100 euros tout de suite. Ces exemples, ils montrent bien comment notre perception de la valeur future, elle est vraiment liée au temps. Au délai. Plus l'argent est loin dans le futur, moins il nous paraît attractif par rapport à de l'argent disponible maintenant. Le temps, ça grignote la valeur perçue de l'argent futur. Et il n'y a pas que le temps, j'imagine, il y a aussi le risque. Ah oui, le risque, c'est l'autre facteur clé. Imaginons, je propose 100 euros maintenant, c'est sûr, ou 180 euros dans un an, mais c'est moins certain que je paye. Mhm. Là, les avis vont diverger, non? Certains, les plus prudents, vont dire «Attends, et si je le revois jamais? Si la promesse n'est pas tenue?» Ils voient un risque élevé. Et donc, ils prennent les 100 euros. Pour eux, la sécurité prime. Voilà. Et d'autres, plus optimistes ou qui me font plus confiance, vont se dire «Bon, 180 euros, c'est quasi sûr, ça vaut le coup d'attendre. Le risque leur semble faible.» Tout à fait. Donc, pour le prudent, 100 euros aujourd'hui, ça vaut plus que la promesse de 180 euros dans un an. Pour l'optimiste, 100 euros aujourd'hui valent moins que ces 180 euros espérés. Et puis, il y a peut-être quelqu'un pour qui c'est pile équivalent, qui hésite vraiment. Ah. Et c'est là qu'arrive cette notion de La valeur actuelle, la VA, c'est justement ça. La valeur aujourd'hui d'une somme qu'on recevra dans le futur en tenant compte du temps et du risque. Pour cette personne qui hésite, 100 euros, c'est la valeur actuelle des 180 euros espérés dans un an. C'est son point d'équilibre personnel. d'accord. Donc, temps et risque, ça fait baisser la valeur de l'argent futur. Mais comment on met un chiffre là-dessus pour pouvoir comparer, décider? Faut bien quantifier un peu, non? Oui, il faut un outil pour ça. On utilise ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Taux d'actualisation. C'est un pourcentage. Il représente l'exigence de rendement, la compensation que demande un investisseur pour deux choses. L'attente, le temps, et le risque qu'il prend. Plus le risque est perçu comme élevé, ou plus l'attente est longue, plus ce taux sera élevé. Ok. Ça représente aussi ce que l'argent pourrait rapporter ailleurs, c'est ça? Le coût d'opportunité? Exactement. C'est le coût d'opportunité plus une prime pour le risque. Concrètement, si mon exigence personnelle, mon taux d'actualisation, c'est 10% par an, Mhm. ça veut dire que si je prête 100 euros aujourd'hui, j'attends au minimum 110 euros dans un an pour compenser ce temps et ce risque. Et si c'est pour 2 ans, attention, c'est pas 120. Ah non, il y a les intérêts sur les intérêts. Voilà, c'est 100 fois 1 plus 0,1 fois 1 plus 0,1, donc 121 euros. C'est le principe des intérêts composés, mais vu à l'envers, pour évaluer le futur. Et pour une entreprise, ce taux, il sort d'où? Alors, pour une entreprise, ça devient un peu plus technique, mais c'est crucial. On parle souvent du coût moyen pondéré du capital, le CMPC, ou WAC en anglais, on voit souvent ça. CMBC.
Coût moyen pondéré du capital. OK. En gros, c'est le coût moyen de tout l'argent que l'entreprise utilise pour se financer. Ça mélange le coût de ses dettes, les intérêts qu'elle paie sur ses emprunts, et le coût de ses fonds propres, c'est-à-dire le rendement que les actionnaires attendent pour le risque qu'ils prennent en investissant dans l'entreprise. Ah, d'accord. Donc ce CMPC, c'est une sorte de De barre à franchir. le taux minimum que les projets de l'entreprise doivent rapporter. C'est exactement ça. C'est le benchmark, la référence. Un projet peut très bien gagner de l'argent d'un point de vue comptable, mais si son rendement est inférieur au CMPC, eh bien d'un point de vue financier, il ne crée pas de valeur pour ceux qui ont apporté l'argent, les créanciers et les actionnaires. Il détruit même de la valeur relative. D'accord. C'est pour ça que choisir le bon taux d'actualisation, c'est super important. Si on prend un taux trop bas, on risque d'accepter des projets pas terribles. Et si on prend un taux trop haut, on risque de refuser de bons projets. C'est un équilibre délicat et très stratégique. Je comprends mieux. Revenons au calcul simple. Comment on passe concrètement d'une somme future, disons VF, valeur future, à sa valeur actuelle, VA, avec ce taux I? Alors, la formule de base, si on a un seul flux futur VF, attendu dans N années, et un taux I par an, c'est VA égale VF divisé par 1 plus I puissance N. Ok. Exemple. J'attends 100 euros dans un an, N égale 1. Mon taux d'actualisation, mon I, c'est 10%, donc 0,1. La VA, c'est quoi? Alors, VA égale 100, 1 plus 0,1 puissance 1. Ça fait 100, 1,1. Ça fait un peu moins de 100, 90,91 euros. Exactement. 90,91 euros. Recevoir 100 euros dans un an. Avec cette exigence de 10%, ça équivaut à avoir 90,91 euros aujourd'hui. L'actualisation a mangé une partie de la valeur future, à cause du temps et du risque représenté par le taux I. Et si c'est 100 euros, mais dans 3 ans, N égale 3, toujours à 10%? Alors, VA égale 100, 1 plus 0,1 puissance 3. Donc 100, 1,1 au cube. 1,1 au cube, ça fait 1,331. Donc 100, 1,331. Ça donne environ 75 euros. 75,13 euros. C'est ça, 75,13 euros. On voit bien l'effet. Plus c'est loin, moins ça vaut aujourd'hui. Et plus le taux I est élevé, plus ça diminue vite. C'est vraiment fondamental pour les projets longs. C'est clair. Mais bon, un projet réel, c'est rarement un seul flux comme ça. Souvent, on a un gros investissement au début, Oui, une sortie d'argent. puis des rentrées d'argent, des dépenses aussi sur plusieurs années. Comment on fait pour avoir la valeur globale du projet? On applique le même principe, mais à chaque flux futur. Que ce soit une entrée ou une sortie d'argent. On calcule la valeur actuelle de chaque flux prévu pour l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc. Toujours avec le même taux d'actualisation I. D'accord. Et ensuite, on additionne toutes ces valeurs actuelles. On n'oublie pas d'ajouter aussi le flux de l'année 0, l'investissement initial, qui est souvent négatif et qui, lui, n'est pas actualisé car il est déjà actuel. La somme de tout ça, c'est la valeur actuelle nette du projet, la VAN. Ou NPV en anglais. VAN égale somme des VA des flux futurs plus flux de l'année 0, l'investissement. C'est exactement ça. Reprenons l'exemple. Un projet qui coûte 200 euros aujourd'hui, flux 0 égale moins 200, et il rapporte 100 euros net par an pendant 3 ans. Flux 1, 2, 3 égale plus 100. Avec I égale 10%, on avait calculé VA AN 1, 90,91 euros, VA AN 2, 82,65 euros, VA AN 3, 75,13 euros. La somme de ces trois fait 248,69 euros, donc la vanne serait 248,69 euros plus moins 200 euros, Oui, soit 48,69 euros. précisément. 48,69. Et comme c'est positif, Ça veut dire que le projet crée de la valeur. Il rapporte plus en argent d'aujourd'hui que ce qu'il coûte compte tenu de notre exigence de 10%. Donc a priori, c'est un bon projet. exactement. Une VN positive, c'est le signal vert financier. Une VN négative, c'est rouge, le projet détruirait de la valeur. Et une VN égale à 0, ça veut dire que le projet rapporte tout juste le taux d'actualisation exigé, ni plus ni moins. Bon, calculer ça à la main pour un projet sur 10 ou 15 ans avec des flux qui changent tout le temps, ça doit être un cauchemar. Ah mais heureusement, on ne fait plus ça à la main. Les tableurs, Excel, Google Sheets, etc., ils ont des fonctions pour ça. La fonction s'appelle VN en français ou NPV en anglais. Ah, pratique. Très pratique, on lui donne le taux d'hier et la plage de cellules avec tous les flux futurs
à partir de l'année 1. Attention, petit piège. La fonction VAN pixel calcule la somme des VA des flux à partir de la période 1. Il faut donc ensuite manuellement ajouter le flux de la période 0, l'investissement, au résultat de la fonction pour obtenir la vraie VAN du projet. Ah, d'accord. Faut pas mettre le flux 0 dans la fonction VAN. Bonne astuce. C'est une erreur classique, oui. Mais une fois qu'on accomplit ça, calculer une VAN, c'est très rapide. Et on a ce critère de décision assez clair. VAN 0, on y va. VAN 0, on le laisse tomber. C'est un filtre puissant. Super. Alors maintenant qu'on sait calculer cette VAN, comment on s'en sert quand on a le choix entre plusieurs projets? Projet A, projet B, lequel on prend? Eh bien, l'approche la plus directe, c'est de calculer la VN de chaque projet en utilisant bien sûr le même taux d'actualisation pour tous, le CMPC de l'entreprise par exemple. Et logiquement, On choisit celui qui a la VN la plus élevée. celui qui crée le plus de valeur en euros d'aujourd'hui. C'est ça. En théorie, c'est la règle, maximiser la VN. Prenons l'exemple du gain au jeu. 300 000 euros tout de suite ou une rente de 15 000 euros par an, à vie, pour toujours. Le premier paiement arrive dans un an. Si mon taux d'actualisation perso c'est 5%, qu'est-ce qui est mieux? Alors, il faut calculer la VN de cette rente perpétuelle. Il y a une formule simplifiée pour ça. VA égale flux annuel taux. Donc 15 000,05. Oui, ça fait 300 000 euros. Ah, c'est exactement pareil que le gain immédiat. Dans ce cas précis, oui. Les deux options ont la même valeur actuelle. On est indifférent. Mais attention, petit changement sitôt. Si le premier paiement de 15 000 arrivait maintenant, en période 0, Ah, alors on aurait les 15 000 tout de suite, plus la valeur actuelle du reste. c'est ça. Donc 15 000 plus 15 005 égale 15 000 plus 300 000 égale 315 000 euros. Et là, Là, la rente devient meilleure. Le timing du premier flux, ça change tout. absolument. Et si la rente n'était pas perpétuelle, mais juste pour 40 ans? L'exemple du script montre que la VN calculée avec un tableur cette fois tombe à environ 272 000 euros. Ah oui, c'est beaucoup moins que les 300 000 immédiats. Donc là, on reprendrait l'argent tout de suite. C'est fou comme la durée limitée change la décision. Ça montre bien la sensibilité de la VN. Et ça soulève une question idéo. Comparer les projets sur la VN, c'est bien, mais ça dépend beaucoup du taux d'II qu'on a choisi. Et si on n'est pas sûr de ce taux? Si le coût du capital change? Oui, bonne question. Il y a une autre méthode? Il y a un autre indicateur très utilisé, le taux de rendement interne, le TRI, ou IRR en anglais. TRI, taux de rendement interne. Ok. Qu'est-ce qu'il mesure, lui? Alors, le TRI, c'est un peu différent. C'est le taux d'actualisation spécifique qui rendrait la VN d'un projet exactement égal à 0. Le taux qui annule la VN. Quel intérêt? L'intérêt, c'est que ce taux représente la rentabilité intrinsèque du projet, exprimée en pourcentage annuel. C'est comme le rendement moyen que le projet génère lui-même sur l'argent investi dedans. Et le gros avantage, c'est qu'il est calculé uniquement à partir des flux du projet. Il ne dépend pas d'un taux I qu'on choisit de l'extérieur. Ah, je vois. Donc, au lieu de fixer un taux I et de comparer les VAN, on pourrait calculer le TRI de chaque projet et comparer les pourcentages. Si le projet A a un TRI de 15% et le projet B a un TRI de 18%. Le projet B est intrinsèquement plus rentable. Si le coût du capital de l'entreprise est, disons, de 10%, les deux sont acceptables, TRI 10%, mais le B offre une meilleure performance. C'est plus intuitif peut-être de parler en taux de rendement? Beaucoup de managers préfèrent ça, oui. Ça se compare facilement au coût du capital ou à d'autres placements. C'est très utilisé pour classer les projets. Mais attention, il y a des cas un peu tordus, notamment avec des projets de taille très différente ou des flux bizarres, où choisir uniquement le TRI le plus élevé peut être trompeur. La VAN reste souvent le critère théoriquement le plus robuste pour maximiser la valeur. D'accord. Donc VAN et TRI, c'est un peu comme deux outils dans la boîte, complémentaires. Et j'imagine que les tableurs calculent aussi le TRI? Bien sûr, fonction TRI ou IRR, on lui donne tous les flux, y compris l'investissement initial, le flux 0, et il trouve le taux qui annule la VN. Très facile. Décidément, ces tableurs sont nos amis. Il y avait un autre outil mentionné, valeur cible ou goal seek. Ça fait quoi? Ça marche à l'envers, c'est ça? Exactement. C'est super pratique pour faire des simulations, des analyses de sensibilité. Imaginez, on a calculé la vanne d'un projet, elle est de, disons, 309. Mais la direction dit non, on veut au moins 500 de vannes. Ok. On pense qu'on pourrait peut-être améliorer le chiffre d'affaires de la 3e année pour y arriver. La question c'est, il faudrait combien de chiffre d'affaires en année 3 pour que la vanne totale atteigne pile 500? Ah, et au lieu de tâtonner en essayant plein de chiffres? Voilà,
On utilise valeur cible. On dit au logiciel, cellule à définir, celle qui contient la formule de la vanne, valeur à atteindre, 500, cellule à modifier, celle du chiffre d'affaires de l'année 3. Et hop, Et le logiciel calcule tout seul. Magique. il nous dit, il faut faire 483,68 de CA en année 3. C'est ça, c'est une sorte de calcul à rebours. C'est très puissant pour répondre à des questions du genre, quel est le prix maximum qu'on peut payer pour cette matière première? Quelle part de marché minimale faut-il viser? Quel investissement maximum peut-on se permettre pour rester rentable? Ça aide vraiment à fixer des objectifs concrets et à voir les leviers d'action. Très intéressant. Tout à fait. Un excellent outil pour la planification et la négociation. On arrive à un cas un peu plus complexe, les projets qui avancent par étapes, comme dans la recherche pharma ou le développement de techno. Il y a un risque d'échec à chaque étape, non? Si on rate la phase 2, adieu les super revenus espérés en phase 3. Ah oui, ça c'est un vrai casse-tête pour l'évaluation. Comment on évalue ça au tout début, quand tout est super incertain? Est-ce qu'on met juste un taux d'actualisation gigantesque pour refléter le risque global? C'est ce que certains font, mais c'est une approche à fait grossière et souvent mauvaise. Pourquoi? Parce que le risque, il n'est pas constant. Normalement, si on réussit l'étape 1, le risque global diminue un peu pour l'étape 2, etc. Ah oui, logique. Donc, appliquer un taux énorme dès le début à des flux très lointains, qui ne se réaliseront que si toutes les étapes réussissent, ça les écrase complètement. On risque de jeter des projets innovants qui pourraient être très valables juste parce qu'on a mal modélisé le risque. Il faut donc une méthode plus fine qui intègre cette évolution du risque. L'analogie du jeu de pile ou face était pas mal. Pour gagner 100 €, il faut faire face 2 fois. Premier lancer coûte 5 €. Si face, on a le droit de faire le deuxième lancer qui coûte 20 €. Comment on sait si ça vaut le coup de jouer? Analysons ça étape par étape, avec les probabilités. Le coût du premier lancer, 5 €. Il est certain, on le paie à coup sûr. Ok. Le coût du deuxième lancer, 20 €. On ne le paie que si le premier lancer est face. Probabilité, 50%. Donc, en moyenne, le coût du deuxième lancer, vu depuis le début, c'est 50% de 20 €, soit 10 €. D'accord. Donc le coût total moyen par partie, c'est 5 € plus 10 € égale 15 €. Exactement. Ça, c'est le coût moyen espéré. Maintenant, le gain. On gagne 100 € seulement si on fait face puis face, La probabilité, c'est 50% fois 50%. soit 25%. Donc, le gain moyen espéré par partie, c'est 25% de 100 €, soit de 25 €. Ah. Donc en moyenne, on gagne 25 € et ça coûte 15 €. Le gain net moyen est de 10 € par partie. C'est ça. Même si on perd les 3/4 du temps, sur le long terme, le jeu est rentable. Et cette logique, on peut l'appliquer au projet étape. Il faut pondérer les flux futurs par leur probabilité d'arrivée. C'est exactement le principe de ce qu'on appelle la vanne ajustée au risque, ou RNPV, Risk Adjusted NPV. Pour chaque flux futur d'une étape donnée, que ce soit un coût ou un revenu, on fait deux choses. On calcule sa valeur actuelle normalement avec un taux d'actualisation qui reflète le temps et le risque une fois l'étape atteinte, et on multiplie cette VA par la probabilité cumulée d'avoir réussi toutes les étapes précédentes pour arriver jusque-là. D'accord, donc on combine l'actualisation pour le temps et la pondération pour la probabilité de succès cumulée. C'est plus complexe, mais ça semble plus logique. C'est plus complexe, oui. Le gros défi, c'est d'estimer ses probabilités de succès à chaque étape. Ça demande de l'expertise, des données, mais ça donne un cadre beaucoup plus réaliste pour évaluer et comparer des projets innovants où le risque évolue. Ça force à être clair sur le risque à chaque jalon au lieu de tout mélanger dans un seul taux. C'est plus transparent. Tout à fait. C'est autant un outil pour structurer la pensée stratégique et la discussion sur le risque qu'une formule magique, hein. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le message clé, c'est que la valeur de l'argent, ça dépend du temps et du risque. C'est ça. Et pour tenir compte de ça, on utilise un taux d'actualisation pour ramener les flux futurs à leur valeur d'aujourd'hui, la valeur actuelle, VA. Et en additionnant toutes les VA des flux futurs d'un projet, et en enlevant l'investissement de départ, on obtient la fameuse valeur actuelle nette, la VAN. La VAN. C'est l'indicateur roi pour savoir si un projet crée de la valeur, VAN 0, par rapport à ce que coûte l'argent investi. Pour comparer des projets, on peut utiliser leur VAN, calculé avec le même taux, ou regarder leur taux de rendement interne, le TRI, qui donne une idée de leur rentabilité propre en pourcentage. Et on a vu que les tableurs sont nos grands amis pour ça, avec les fonctions VAN,
TRI et même valeur cible pour faire des simulations. Sans oublier l'approche ajustée au risque, la RNPV, pour les projets plus complexes avec des étapes et des probabilités de succès. Voilà, c'est un bon résumé. Et comprendre tout ça, finalement, c'est pas juste un truc de financier dans son coin. C'est essentiel pour n'importe quel décideur, un entrepreneur, un chef de projet, pour choisir où mettre l'argent, lancer un produit, définir sa stratégie de vente. Savoir évaluer la rentabilité, ça change vraiment la façon de voir les choses. Absolument. Ces outils financiers, ils sont au service de la stratégie, de la décision. Ce ne sont pas des buts en soi, mais des moyens pour mieux piloter, mieux choisir et au final, améliorer la performance. Et ça m'amène à une dernière question pour ouvrir un peu. Toutes ces méthodes, elles sont très centrées sur les chiffres, la valeur financière quantifiable. Mais comment une entreprise fait, dans la vraie vie, pour intégrer aussi les aspects plus qualitatifs dans sa décision finale? C'est une excellente question de conclusion. Je pense à l'impact social ou environnemental, l'alignement avec la stratégie à long terme, le développement des compétences internes, même le moral des équipes. Des choses super importantes mais difficiles à mettre dans une case VAN ou TRI. Vous touchez là aux limites de l'analyse purement financière. La décision finale d'investir, elle est rarement basée uniquement sur la VAN ou le TRI. Elle intègre ces facteurs qualitatifs. C'est là qu'interviennent le jugement de la direction, la gouvernance de l'entreprise, la vision stratégique. Il s'agit de pondérer l'ensemble de ces éléments, quantitatifs et qualitatifs. C'est tout un art donc, la décision en entreprise. Une réflexion passionnante. D'ailleurs, si ces sujets qui connectent la finance, la stratégie, la performance commerciale intéressent nos auditeurs, et s'ils sentent que maîtriser ces concepts pourrait booster leurs compétences en vente ou leur réflexion stratégique, bien je les encourage vivement à échanger avec Philippe Massol. On peut le trouver facilement sur LinkedIn. Il pourra certainement les aider à creuser ces sujets et à développer ces compétences si cruciales aujourd'hui. C'est une bonne suggestion. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.